Le manoir des Chênes se dressait, majestueux sous un ciel d'un gris menaçant, un décor parfait pour la scène qui allait se jouer. J'avais été convoquée par Antoine et Sophie, mes propres enfants, comme si j'étais une subordonnée, une employée à licencier. Avec la maturité de mes 68 ans, je m'attendais à une retraite paisible, pas à une convocation formelle dans le grand salon où tant de souvenirs heureux s'étaient accumulés. Antoine, dans son costume impeccable qui criait succès et arrogance, était assis dans le fauteuil de mon défunt mari, une posture qui me révulsait. Sophie, à ses côtés, arborait ce sourire mièvre qu'elle réservait aux situations où elle se sentait supérieure, un journal à la main, comme si elle préparait déjà son prochain article sur ma supposée déchéance. « Maman », commença Antoine, sa voix lisse comme du velours, mais ses yeux trahissaient une froideur calculatrice. Nous avons discuté de la gestion du domaine. Avec le temps, on constate disons, que les choses deviennent compliquées. Sophie renchérit, sans lever les yeux de son carnet. Tes capacités, maman, avec tout le respect que je te dois, ne sont plus optimales. Ta santé, ton énergie, il faut être réaliste. Leur discours était un flot incessant de platitudes, un assaut subtil contre ma dignité. Ils parlaient de ma vieillesse, de mon incapacité, des mots qui résonnaient comme des coups de marteau dans le silence feutré de la pièce. Ils n'avaient aucune idée de l'enfer qu'ils venaient de déclencher. Le choc initial laissa place à une colère sourde, une détermination glaciale. Ils pensaient m'écraser, me reléguer au rang des vieilles inutiles. Quelle erreur monumentale ils venaient de commettre. Le manoir, ma maison, mon héritage, ils pensaient me l'arracher si facilement. Ils n'avaient aucune idée de la force qui sommeillait en moi, de la fortune que j'avais patiemment bâtie et dissimulée, à l'abri de leur avidité. Ils allaient apprendre, à leurs dépens, ce que signifie réellement gérer. L'humiliation était cuisante, mais elle était aussi le carburant de ce qui allait suivre. Mon histoire ne s'arrêtait pas là, elle ne faisait que commencer. Le manoir des Chênes, mon sanctuaire, se transformait en une prison dorée. Les mots d'Antoine et Sophie résonnaient encore dans mon esprit, une cacophonie de reproches voilés et d'une cruauté insidieuse. L'humiliation cuisait, mais sous cette douleur, une flamme froide commençait à brûler. Ils pensaient m'avoir brisé, me reléguer à l'ombre de ma propre vie. Quelle erreur! Un homme imposant, dont le visage impassible trahissait une certaine gêne, se tenait à la porte du salon. C'était le garde du corps qu'Antoine avait sans doute engagé, une manifestation supplémentaire de leur mépris. « Madame Dubois, il faut y aller », dit-il d'une voix grave, sans oser croiser mon regard. Il n'était qu'un pion dans leur jeu mesquin, et je ne lui en voulais pas personnellement. Ce qui me révulsait, c'était la présence de mes propres enfants, spectateurs de ma déchéance, comme si j'étais une pièce de théâtre dont ils savouraient la chute. Je me levai, le corps raide, mais l'esprit alerte. Il n'y avait rien à dire, rien à argumenter. Leur décision était prise, leur jugement rendu. Mon regard balaya le salon, s'attardant sur les meubles anciens, des tableaux qui avaient vu passer tant de générations, les souvenirs gravés dans chaque recoin. C'était une partie de moi qu'ils arrachaient, une existence entière qu'ils jetaient aux oubliettes. Avec une dignité que je m'efforçais de préserver, je me dirigeai vers ma chambre. Mes affaires? Quelles affaires? Une vie entière condensée en quelques malles. Pas de bijoux ostentatoires, pas de vêtements de haute couture. Juste l'essentiel, les livres qui avaient nourri mon esprit, les objets qui portaient une histoire, une émotion. Je rassemblai quelques vêtements, mes produits de toilette, quelques photographies jaunies qui racontaient une autre époque, celle où la famille était synonyme de bonheur. L'homme attendait, patient mais pressant. Chaque seconde passée dans ce manoir était une torture, une profanation. En passant devant la bibliothèque, mon regard fut attiré par un volume particulier, un vieil exemplaire de Proust. J'avais toujours aimé m'y réfugier. Mais le temps pressait. Je pris une petite valise, un sac à main contenant mes papiers et un minimum d'argent. Le reste, il pouvait le fouiller, le piller. Ce qui comptait vraiment, il ne pourrait jamais le saisir. L'escorte jusqu'à ma voiture fut silencieuse, presque solennelle. Antoine et Sophie me regardaient depuis la fenêtre du grand salon, leur silhouette figée dans le cadre de la porte. Pas un signe, pas un regard de regret. Seul le triomphe froid brillait dans leurs yeux. La voiture, une berline modeste, m'attendait sur l'allée de gravier. Le chauffeur, un homme d'âge mûr au visage fatigué, ouvrit la portière. Le trajet vers Paris fut long, empli du silence pesant de ma propre détresse. Le paysage défilait, familier et pourtant étranger. J'avais quitté ce manoir tant de fois pour des voyages, des vacances, des visites. Mais cette fois, c'était différent. C'était une expulsion. Une mise à la porte de ma propre vie. L'arrivée dans le quartier latin fut un choc. Le petit appartement,
6 dans un immeuble ancien, sentait le renfermer, la poussière. C'était le symbole de ma nouvelle existence, une existence dépouillée, réduite à sa plus simple expression. Les meubles étaient rares, d'occasion, témoignant d'une précarité que je n'avais jamais connue. Le salon était exigu, la cuisine minuscule, la chambre à peine plus grande. Un miroir terni me renvoya mon reflet. Une femme fatiguée, le visage marqué par le chagrin, mais avec une lueur indomptable dans les yeux. Je posai ma valise sur le sol usé. L'air était chargé d'une tristesse palpable. C'était ici, dans ce réduit spartiate, que je devais désormais vivre. L'identité que j'avais construite au fil des décennies, celle de la maîtresse de maison, de la matriarche, s'était évaporée. Il ne restait que Geneviève, une femme seule, dépossédée. Mais alors que je contemplais cette nouvelle réalité, une pensée commença à germer, une pensée audacieuse, presque folle. Ils pensaient m'avoir réduite au silence, m'avoir mise hors jeu. Ils avaient oublié une chose essentielle. La véritable richesse ne se mesure pas en biens matériels, mais en intelligence, en stratégie et en une volonté de faire. Et ma volonté, elle, était intacte. Plus que jamais. Le manoir était loin, mais mon esprit y restait ancré. Et bientôt, très bientôt, j'y retournerai. Ce n'était pas une fin, mais un nouveau départ, un prologue à une vengeance savamment orchestrée. Le petit appartement, bien que modeste, semblait étrangement silencieux après le tumulte de mon expulsion. Le silence, autrefois un baume, résonnait désormais comme une accusation. Je me suis mise à défaire la petite valise. Chaque objet sorti de son cocon temporaire semblait porter le poids de ma nouvelle réalité. Des vêtements pliés avec soin, des livres qui avaient été mes compagnons fidèles durant des années de solitude choisie, des photographies jaunies qui rappelaient un temps où les sourires n'étaient pas des masques. C'était le strict minimum, l'essentiel de ce que mes enfants n'avaient pas jugé utile de confisquer, ou plutôt, de ce qu'ils avaient négligé dans leur hâte de me voir disparaître. C'est en cherchant un endroit pour poser une petite boîte en bois sculpté, un souvenir de mon voyage de noces, que mon regard est tombé sur quelque chose d'inhabituel, coincé entre le fond de la valise et la doublure. Un objet plat, rectangulaire, que j'ai d'abord pris pour un nouveau magazine. Mais en le saisissant, j'ai reconnu la forme familière de la tablette numérique d'Antoine. Comment avait-elle pu se retrouver là? J'ai fouillé ma mémoire, cherchant une explication logique. Une visite récente, sans doute. L'un de mes fils, probablement Antoine, toujours si distrait quand il s'agit de ses propres affaires, l'avait manifestement oublié lors de sa dernière venue, celle qui avait précédé le coup de grâce. Une vague de curiosité, teintée d'une certaine appréhension, m'a parcouru. Que pouvait contenir cet appareil, si précieux pour mon fils, cet avocat d'affaires prospère et manipulateur? J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. L'écran s'est allumé, révélant un fond d'écran où trônait une photo de lui, le sourire arrogant aux lèvres, devant son cabinet de la défense. J'ai effleuré l'écran, naviguant sans trop savoir ce que je cherchais. Des emails, des documents professionnels, puis je suis tombé sur une application de messagerie. Les conversations étaient là, à portée de clic. Des échanges entre Antoine et Sophie. Au début, rien de particulièrement alarmant, des banalités sur leurs vies respectives, des commentaires sur des articles de journaux, des plans de dîner. Mais plus je défilais, plus l'atmosphère devenait lourde, chargée d'une intention cachée. Les mots changeaient de ton, devenant plus discrets, plus calculés. Des phrases comme « la phase finale est enclenchée »,« elle ne se méfie de rien »,« la liquidation des actifs se fera sans heure » ont commencé à apparaître. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai continué, le souffle court, les mains légèrement tremblantes. Et puis, j'ai trouvé le cœur du complot. Des discussions détaillées sur la manière de me déposséder du manoir des Chênes, de liquider progressivement mes biens, de me ruiner financièrement pour mieux s'approprier ma fortune. Ils parlaient de moi comme d'une vieille chose encombrante, bonne à jeter. Ils avaient orchestré mon éviction, non pas par souci de mon bien-être, mais par pure avidité. Les mots profit, héritage anticipé, assurance vie, s'étalaient en clair, une preuve irréfutable de leur trahison. J'ai lu leur plan machiavélique pour me ruiner, pour me dépouiller de tout ce que j'avais construit de mes propres mains, patiemment, intelligemment, pendant des décennies. Mon sang n'a fait qu'un tour. Ils pensaient m'avoir réduite à néant, mais ils venaient de commettre leur plus grande erreur. La femme qui y croyait vaincue était plus forte que jamais, armée de la vérité la plus amère. L'enfer qu'ils m'avaient promis était sur le point de se matérialiser, mais pas de la manière dont ils l'avaient imaginé. Il allait se retourner contre eux. La découverte sur la tablette d'Antoine avait été un coup de poing, un coup de grâce qui aurait pu me briser définitivement. Mais au lieu de cela, elle avait allumé une étincelle, un feu de revanche qui brûlait désormais avec une intensité nouvelle. Le petit appartement parisien, avec son odeur de renfermé et ses meubles gisés,
n'était plus seulement un refuge, mais un poste de commandement. J'avais besoin d'aide, d'une oreille attentive, d'un esprit lucide pour m'aider à naviguer dans les eaux troubles de cette trahison. Mon esprit s'est immédiatement tourné vers Marc. Marc Lefebvre. Un nom qui évoquait la confiance, la loyauté et surtout une discrétion à toute épreuve. Nous nous connaissions depuis des décennies, depuis cette époque où les affaires étaient encore des échanges humains, pas des champs de bataille impitoyables. Il avait toujours été mon roc, celui à qui je pouvais tout confier sans craindre le jugement ou la trahison. Je me suis souvenu de sa retraite paisible, loin du tumulte des affaires, dans une petite maison en Normandie. Il fallait le retrouver, lui expliquer l'inimaginable. Le téléphone, cet objet familier, semblait soudain pesant entre mes mains. Chaque numéro composé me faisait hésiter, tant la gravité de ce que j'allais dire était immense. Après quelques sonneries, une voix familière, un peu plus grave qu'autrefois, mais toujours empreinte de cette chaleur réconfortante, a répondu. « Marc, c'est Geneviève. » Un silence, puis « Geneviève. Quelle surprise. Comment vas-tu » Sa voix était pleine d'une bienveillance sincère, une bienveillance qui me serra le cœur. J'ai tenté de répondre, mais les mots se sont bloqués dans ma gorge. J'ai dû prendre une profonde inspiration pour retrouver ma voix. « Marc, j'ai un problème. Un très gros problème. Et j'ai besoin de toi. » Il n'a pas posé de questions superflues. « Dis-moi, Geneviève. Je t'écoute. » Et là, dans le silence de ce modeste appartement, j'ai commencé à raconter. J'ai parlé de l'expulsion, de l'humiliation infligée par Antoine et Sophie, de leur froideur calculée. Puis, j'ai évoqué la tablette, la découverte des messages, la preuve irréfutable de leur complot. J'ai décrit leur avidité, leur désir de me dépouiller de tout, de me réduire à néant pour s'emparer de ma fortune. Chaque mot était une nouvelle blessure, mais aussi une nouvelle force. J'ai senti le souffle de Marc se faire plus court à l'autre bout du fil. Il n'y avait plus de bienveillance dans sa voix, mais une colère sourde, une indignation profonde. « Ces monstres !» a-t-il finalement murmuré, sa voix tremblant d'une émotion contenue. « Je n'arrive pas à y croire. Toi, Geneviève, après tout ce que tu as fait pour eux. » Il a fait une pause, le silence s'étirant, chargé de nos émotions partagées. « Geneviève, je suis tellement désolé. Mais sache que je suis là. Entièrement. Je ne te laisserai pas tomber. Jamais. » Ces mots étaient un baume sur mes plaies, une promesse de soutien qui redonnait un sens à ma lutte. Merci, Marc. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Il a alors proposé une rencontre. Viens me voir dès que tu peux. Nous allons trouver une solution. Ensemble. Il a précisé un lieu, un endroit discret, loin des regards indiscrets. Le café, le rendez-vous des artistes, à Montmartre. Demain, en début d'après-midi. Dis-leur que tu viens de ma part. La confiance, ce lien précieux qui avait été brisé par mes propres enfants, se rétablissait, forte et solide, entre deux âmes qui se respectaient. L'enfer qu'ils avaient préparé pour moi commençait à prendre une toute autre dimension. Il n'était plus une fin, mais le début d'une riposte orchestrée par des alliés inattendus. Le poids sur mes épaules s'était allégé, remplacé par une détermination nouvelle. J'avais Marc. Et avec lui, j'avais une chance. Une chance de rendre la monnaie de leurs pièces à ces deux serpents. Le café, le rendez-vous des artistes, n'avait rien de la froideur du cabinet d'Antoine ni de la pompe écrasante du manoir. C'était un havre de paix, un de ces lieux où le temps semble s'étirer, propice aux confidences et aux stratégies. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à celle, plus subtile, de la peinture et de la cire d'abeille, un mélange réconfortant qui contrastait avec le venin que je portais en moi. Marc était déjà là, installé à une petite table dans un coin discret, son regard bienveillant posé sur moi dès mon entrée. Il m'avait fait signe de m'approcher, un sourire empreint de cette sollicitude que je n'avais plus connue depuis si longtemps. « Geneviève, tu as l'air déterminée », avait-il dit en me voyant m'asseoir. Il n'avait pas besoin que je lui explique le changement. La découverte sur la tablette d'Antoine avait opéré une métamorphose. L'humiliation avait laissé place à une colère froide, une volonté de faire. Déterminée, oui, Marc. Et surtout, je suis lucide. Ils pensent m'avoir brisé, m'avoir réduite à néant. Ils ont sous-estimé la force qui sommeille en moi, celle qu'ils n'ont jamais cherché à comprendre. Je me suis penché en avant, ma voix baissant d'un ton, comme si les murs du café pouvaient encore me trahir. Antoine et Sophie. Ils ont planifié cela dans les moindres détails. La façon dont ils parlent de moi, comme d'un objet dont il faut se débarrasser. Ils ne pensent qu'à l'argent, à la liquidation de mes biens, à mon héritage anticipé. Marc écoutait, le visage grave, hochant la tête de temps à autre. Il avait toujours eu cette capacité à comprendre les non-dits,
à saisir la profondeur d'une situation. Mais ce qu'ils ignorent, Marc, c'est que leur cupidité a un prix. Un prix qu'ils ne peuvent pas imaginer payer. Pendant des années, j'ai géré mes finances avec prudence, avec une vision à long terme. Mes investissements, dissimulés derrière des sociétés écrans, des fonds que peu connaissent. Tout cela représente une fortune bien plus considérable que ce qu'ils croient. Une fortune qu'ils pensaient s'approprier facilement. Un sourire fin, presque imperceptible, étira mes lèvres. L'idée même de leur ignorance me procurait une satisfaction amère, mais nécessaire. Ils ont pris le manoir, oui. Ils pensent avoir gagné. Mais ils n'ont pris que la coquille. Le véritable pouvoir, la véritable arme, je la garde précieusement. Et je compte bien m'en servir. Marc ouvrit la bouche, surpris, puis un éclat d'intelligence brilla dans ses yeux. Qui veut dire? Exactement. Je vais utiliser ma propre fortune pour les détruire. Je vais les noyer dans leur propre manigance. Je vais orchestrer leur chute, pièce par pièce, avec la même précision qu'ils ont cru employer pour la mienne. J'ai sorti une petite clé discrète de mon sac, la posant sur la table entre nous. La clé du coffre-fort, celle qui ouvrait la porte à mes véritables actifs. Il est temps de réactiver mon réseau. Des avocats spécialisés, des conseillers financiers, des gens qui comprennent la subtilité des opérations complexes. Nous allons les attaquer sur tous les fronts. Juridiques, financiers et même médiatiques, si nécessaire. Marc a pris la clé, la faisant tourner entre ses doigts. Geneviève, tu es incroyable. Après tout ce qu'ils t'ont fait subir, tu prépares déjà ta revanche. Ce n'est pas seulement de la vengeance, Marc. C'est une question de justice. Une question de dignité. Ils ont voulu me faire disparaître, mais ils vont apprendre que l'on ne se débarrasse pas si facilement d'une femme qui sait qui elle est et ce qu'elle vaut. Nous avons passé le reste de l'après-midi à esquisser les premières lignes de notre plan. Chaque détail était posé, chaque action anticipée. Le café, d'abord simple lieu de rencontre, s'était transformé en quartier général. L'amertume de la trahison commençait à se teinter d'une détermination implacable. L'enfer qu'Antoine et Sophie avaient voulu pour moi était sur le point de se matérialiser, mais il allait se déployer dans leur propre vie, orchestré par celle qu'ils avaient si sottement sous-estimée. Les mots de Marc résonnaient encore en moi, promesse d'un soutien indéfectible. Cette clé, symbole de mon pouvoir dissimulé, semblait maintenant plus lourde, chargée d'une responsabilité nouvelle. Nous avions quitté le café, le rendez-vous des artistes, avec un plan embryonnaire, mais le chemin à parcourir était encore long et semé d'embûches. Il était temps de passer de la théorie à la pratique, de réactiver les rouages d'une machine financière que mes enfants avaient cru à jamais endormie. Au cours des jours suivants, le petit appartement parisien se transforma en quartier général. Les appels téléphoniques se multipliaient, tissant un réseau invisible mais puissant. Marc, avec sa connaissance approfondie du monde des affaires et son réseau d'anciens contacts, fut d'une aide précieuse. Il me guida dans la sélection des meilleurs spécialistes, des avocats dont la réputation n'était plus à faire dans les affaires complexes de patrimoine et de droit des sociétés. Des noms comme Maître Dubois-Lacroix, réputé pour sa ténacité implacable, ou Maître Valois, dont l'expertise en droit fiscal était inégalée, me furent suggérés. Je me souviens de cette première conversation avec Maître Dubois-Lacroix. La voix posée, le ton mesuré, elle écoutait mon récit sans jamais m'interrompre, sa seule présence au téléphone dégageant une assurance qui me rassurait profondément. Elle ne manifesta aucune surprise face à l'audace de mes enfants, semblant avoir vu, au cours de sa carrière, des stratagèmes bien plus retors. « Madame Dubois, votre situation est délicate, mais loin d'être désespérée, » me dit-elle. L'ingratitude et la cupidité de vos enfants sont regrettables, mais leurs actions, si elles sont prouvées, peuvent être lourdement sanctionnées. Nous allons devoir procéder avec méthode et discrétion. Parallèlement, Marc m'orienta vers un conseiller financier de confiance, un certain Monsieur Leclerc, dont la discrétion était aussi légendaire que sa capacité à faire fructifier les capitaux. Nos échanges eurent lieu dans des lieux discrets, souvent des salons privés de restaurants ou des bureaux temporaires, afin de ne laisser aucune trace de nos activités. Leclerc, un homme d'une 50aine d'années, aux yeux vifs et à l'esprit analytique, me demanda de lui fournir l'accès aux informations relatives à mes actifs, aux fameuses sociétés écrans dont je lui avais parlé. La clé du coffre-fort, que j'avais confiée à Marc pour qu'il puisse en faire une copie sécurisée, devint l'objet central de cette phase. « Geneviève, » me dit Leclerc lors de notre première rencontre, « vous avez fait preuve d'une prévoyance remarquable. Ces structures que vous avez mises en place sont robustes. Elles nous permettront de mener une contre-offensive efficace. » Il me parla de la nécessité de liquider certains actifs moins stratégiques pour renforcer nos positions, de réorienter des fonds vers des placements plus agressifs et surtout de préparer le terrain pour des actions en justice ciblée. Chaque étape était calculée,
chaque mouvement anticipé. Mais ils n'ont pris que la coquille. Le véritable pouvoir, la véritable arme, je la garde précieusement. Et je compte bien m'en servir. Marc ouvrit la bouche, surpris, puis un éclat d'intelligence brilla dans ses yeux. Qui veut dire? Exactement. Je vais utiliser ma propre fortune pour les détruire. Je vais les noyer dans leur propre manigance. Je vais orchestrer leur chute, pièce par pièce, avec la même précision qu'ils ont cru employer pour la mienne. J'ai sorti une petite clé discrète de mon sac, la posant sur la table entre nous. La clé du coffre-fort, celle qui ouvrait la porte à mes véritables actifs. Il est temps de réactiver mon réseau. Des avocats spécialisés, des conseillers financiers, des gens qui comprennent la subtilité des opérations complexes. Nous allons les attaquer sur tous les fronts. Juridiques, financiers et même médiatiques, si nécessaire. Marc a pris la clé, la faisant tourner entre ses doigts. Geneviève, tu es incroyable. Après tout ce qu'ils t'ont fait subir, tu prépares déjà ta revanche. Ce n'est pas seulement de la vengeance, Marc. C'est une question de justice. Une question de dignité. Ils ont voulu me faire disparaître, mais ils vont apprendre que l'on ne se débarrasse pas si facilement d'une femme qui sait qui elle est et ce qu'elle vaut. Nous avons passé le reste de l'après-midi à esquisser les premières lignes de notre plan. Chaque détail était posé, chaque action anticipée. Le café, d'abord simple lieu de rencontre, s'était transformé en quartier général. L'amertume de la trahison commençait à se teinter d'une détermination implacable. L'enfer qu'Antoine et Sophie avaient voulu pour moi était sur le point de se matérialiser, mais il allait se déployer dans leur propre vie, orchestré par celle qu'ils avaient si sottement sous-estimée. Les mots de Marc résonnaient encore en moi, promesse d'un soutien indéfectible. Cette clé, symbole de mon pouvoir dissimulé, semblait maintenant plus lourde, chargée d'une responsabilité nouvelle. Nous avions quitté le café, le rendez-vous des artistes, avec un plan embryonnaire, mais le chemin à parcourir était encore long et semé d'embûches. Il était temps de passer de la théorie à la pratique, de réactiver les rouages d'une machine financière que mes enfants avaient cru à jamais endormie. Au cours des jours suivants, le petit appartement parisien se transforma en quartier général. Les appels téléphoniques se multipliaient, tissant un réseau invisible mais puissant. Marc, avec sa connaissance approfondie du monde des affaires et son réseau d'anciens contacts, fut d'une aide précieuse. Il me guida dans la sélection des meilleurs spécialistes, des avocats dont la réputation n'était plus à faire dans les affaires complexes de patrimoine et de droit des sociétés. Des noms comme Maître Dubois-Lacroix, réputé pour sa ténacité implacable, ou Maître Valois, dont l'expertise en droit fiscal était inégalée, me furent suggérés. Je me souviens de cette première conversation avec Maître Dubois-Lacroix. La voix posée, le ton mesuré, elle écoutait mon récit sans jamais m'interrompre, sa seule présence au téléphone dégageant une assurance qui me rassurait profondément. Elle ne manifesta aucune surprise face à l'audace de mes enfants, semblant avoir vu, au cours de sa carrière, des stratagèmes bien plus retors. « Madame Dubois, votre situation est délicate, mais loin d'être désespérée, » me dit-elle. « L'ingratitude et la cupidité de vos enfants sont regrettables, mais leurs actions, si elles sont prouvées, peuvent être lourdement sanctionnées. Nous allons devoir procéder avec méthode et discrétion. » Parallèlement, Marc m'orienta vers un conseiller financier de confiance, un certain Monsieur Leclerc, dont la discrétion était aussi légendaire que sa capacité à faire fructifier les capitaux. Nos échanges eurent lieu dans des lieux discrets, souvent des salons privés de restaurants ou des bureaux temporaires, afin de ne laisser aucune trace de nos activités. Leclerc, un homme d'une 50aine d'années, aux yeux vifs et à l'esprit analytique, me demanda de lui fournir l'accès aux informations relatives à mes actifs, aux fameuses sociétés écrans dont je lui avais parlé. La clé du coffre-fort, que j'avais confiée à Marc pour qu'il puisse en faire une copie sécurisée, devint l'objet central de cette phase. « Geneviève, » me dit Leclerc lors de notre première rencontre, « vous avez fait preuve d'une prévoyance remarquable. Ces structures que vous avez mises en place sont robustes. Elles nous permettront de mener une contre-offensive efficace. » Il me parla de la nécessité de liquider certains actifs moins stratégiques pour renforcer nos positions, de réorienter des fonds vers des placements plus agressifs et surtout de préparer le terrain pour des actions en justice ciblée. Chaque étape était calculée, chaque mouvement anticipé. La machine était en marche, lentement mais sûrement. L'humiliation ressentie au manoir des Chênes commençait à se transformer en une force motrice, une énergie nouvelle alimentant ma détermination. Je n'étais plus une victime passive, mais une stratège préparant son retour. L'enfer qu'il m'avait promis allait bientôt se matérialiser, mais dans leur propre vie. Le bureau de Sophie Dubois. Les grands boulevards, Paris. Les jours s'étaient égrenés, marquant une nouvelle phase dans ma vie, une existence qui se déroulait désormais dans la discrétion de ce petit appartement parisien. Marc était mon pilier, mon roc,
dans cette tempête. Nos conversations, menées dans des cafés discrets ou lors de promenades au jardin du Luxembourg, étaient le cœur battant de notre stratégie. J'avais confié à Marc la clé de mon passé et, par extension, de mon avenir. Il avait fait faire une copie sécurisée, un double discret qui me permettait de rester dans l'ombre pendant que les rouages de ma vengeance commençaient à s'enclencher. Les avocats, Maître Dubois-Lacroix et Maître Valois, travaillaient dans l'ombre, préparant les dossiers, analysant les failles, bâtissant les fondations de notre assaut. Monsieur Leclerc, le conseiller financier, était une énigme enveloppée de professionnalisme, un maître d'échecs dont chaque mouvement était calculé pour maximiser notre avantage. Pendant ce temps, loin de mon regard, dans son propre univers, Sophie devait commencer à sentir le poids de ses décisions. Je l'imaginais dans son bureau, entouré de dossiers, le reflet de son ambition effrénée. La gestion du manoir des Chênes, cette tâche qu'elle avait si ardemment désirée, devait se révéler bien plus complexe qu'elle ne l'avait anticipé. Antoine, le stratège froid, s'était sans doute dérobé à la gestion quotidienne, la laissant seule face aux réalités d'une propriété qui demandait plus que des belles paroles et des articles bien tournés. Je me souvenais de son excitation fébrile lorsqu'elle avait annoncé sa volonté de prendre les rênes, de moderniser le domaine, de le rendre rentable, selon ses propres termes. Elle avait vu là une opportunité de briller, de prouver sa valeur, de surpasser son frère dans l'art de la manipulation familiale. Mais la réalité, je le savais, était souvent plus cruelle que les fantasmes. Le manoir, avec ses coûts d'entretien, ses impôts, ses employés à gérer, était un monstre financier qui exigeait une attention constante et des compétences que Sophie, malgré son ambition, n'avait jamais vraiment développées. J'avais toujours géré le domaine avec une main de fer dans un gant de velours, anticipant les dépenses, optimisant les ressources, créant une stabilité qui me permettait de me consacrer à mes investissements personnels, ce qui formait ma véritable fortune. Sophie devait maintenant faire face à cette réalité implacable. Les factures s'accumulaient, les imprévus surgissaient, et son frère, Antoine, probablement trop occupé à savourer sa victoire apparente, ne lui apportait aucune aide concrète, se contentant de la laisser s'enliser. Je me figurais sa frustration grandissante, son arrogance initiale se fissurant sous la pression. Peut-être commençait-elle à douter, à regretter sa participation à ce complot. Peut-être même, dans un éclair de lucidité rare, réalisait-elle l'ampleur de sa propre incompétence face à la tâche qu'elle s'était imposée. Le silence de mon appartement, contrastant avec le tumulte qu'elle devait ressentir dans son bureau, était mon arme la plus redoutable. Elle avait voulu me réduire au silence, mais c'est dans ce silence que je construisais sa chute. Elle était piégée, non pas par moi directement, mais par ses propres désirs démesurés et son manque de préparation. L'enfer qu'elle avait contribué à créer pour moi commençait à prendre forme dans son propre monde. Le cabinet d'avocat d'Antoine Dubois. La défense, Paris. Les jours filaient, chacun une nouvelle strate de mon existence réinventée. Loin du tumulte que mes enfants croyaient m'avoir infligé, je tissais ma toile. Antoine, lui, naviguait dans les eaux troubles de sa propre suffisance, persuadé de sa victoire. Je l'imaginais dans son bureau immaculé de la défense, cet épicentre de son arrogance calculée, manœuvrant comme un maître d'échecs, ignorant que la partie avait déjà basculé. Il s'était attribué le rôle du stratège, celui qui savait vendre, démanteler, prospérer. La vente de certains actifs du manoir des Chênes devait être sa prochaine étape logique, un moyen de renflouer ses propres coffres, sans doute déjà bien garnis par les premières manœuvres. Il pensait me tenir à l'écart, me reléguant au statut de vieille femme oubliée, incapable de comprendre le monde qu'il avait si aisément conquis. Quelle erreur monumentale! Avec la discrétion que Marc m'avait enseignée, nous avions mis en place une surveillance électronique subtile. Pas de fanfare, pas d'effraction ostentatoire. Juste des algorithmes discrets, des écoutes indirectes, des flux de données interceptés avec la précision d'un chirurgien. Antoine, dans sa confiance aveugle, ne se doutait de rien. Il parlait de liquidation stratégique, de cession d'actifs non essentiels au téléphone, dans son bureau, pensant que les murs étaient les seuls témoins de ces transactions. Il ne savait pas que chaque mot, chaque accord, chaque chiffre prononcé était capturé, analysé, et me parvenait, tel un murmure venimeux, dans mon modeste appartement parisien. Je me remémorais les leçons de Marc, l'information, Geneviève, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, quand il est utilisé avec intelligence, est la meilleure des vengeances. Antoine croyait que sa seule intelligence suffirait. Le silence de mon appartement résonnait maintenant d'une nouvelle sorte de puissance. Ce n'était plus le silence de la défaite, mais celui de la préparation, de la stratégie patiente. Sophie était distraite. Antoine, lui, restait aveugle à mes manœuvres, concentré sur ses propres gains illicites. Le jeu continuait, et je sentais que le vent tournait enfin en ma faveur. La partie était loin d'être terminée. Le petit appartement parisien,
autrefois symbole de ma déchéance, était devenu mon quartier général. L'air y vibrait d'une tension nouvelle, celle de l'action imminente. Sophie était occupée à éteindre l'incendie médiatique que nous avions allumé, une diversion nécessaire pour me laisser le champ libre. Antoine, lui, demeurait dans son ignorance crasse, persuadé de sa maîtrise absolue. C'était précisément cette assurance aveugle qui allait le perdre. « Marc, dis-je, la voix empreinte d'une gravité nouvelle, en le regardant depuis mon fauteuil aisé, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Sophie est distraite, mais Antoine doit sentir la pression. Il faut que ses finances commencent à tanguer, qu'il ne comprenne pas d'où vient le coup. Marc, assis en face de moi, hocha la tête avec cette sagesse tranquille qui m'avait toujours rassuré. Nous avions passé des semaines à étudier les flux financiers du manoir des Chênes, à identifier les entreprises satellites, les fournisseurs, les partenaires qui dépendaient, directement ou indirectement, de la stabilité de notre ancienne demeure. Les informations glanées sur la tablette d'Antoine, combinées à nos propres investigations discrètes, nous avaient révélé un réseau complexe d'interdépendance. « J'ai préparé le terrain, Geneviève », répondit Marc, sortant un mince carnet de notes de sa poche. « J'ai utilisé les sociétés écrans que nous avons créées. Elles sont anonymes, solides, et surtout, elles agissent avec une rapidité que personne ne soupçonne. Nous avons déjà acquis des parts minoritaires dans 3 entreprises clés. La société qui assure l'entretien paysager du manoir, celle qui fournit le vin et les spiritueux pour les réceptions, et une petite entreprise de logistique qui gère une partie des livraisons. Mon cœur se serra d'une satisfaction mêlée d'une pointe de tristesse. Ces entreprises, j'y avais toujours accordé une importance particulière. Elles faisaient partie de l'écosystème du manoir, symbolisant une certaine qualité de vie, une tradition. Les voir tomber entre mes mains, même via des intermédiaires, était un acte de justice. Antoine va finir par s'en rendre compte, continuai-je, observant la lueur dans le regard de Marc. Il est tellement habitué à ce que tout lui soit acquis, à ce que l'argent coule à flot sans effort. Il ne comprendra pas pourquoi les paiements se font attendre, pourquoi certains fournisseurs réclament des garanties nouvelles. Il ne verra pas notre main dans tout cela. C'est le but, confirma Marc. Nous créons une légère friction, juste assez pour qu'il commence à s'inquiéter. Il va se demander si Sophie gère mal les choses, s'il y a des problèmes imprévus. Nous allons semer le doute dans son esprit, le faire douter de sa propre gestion, de celle de sa sœur. Pendant qu'il sera occupé à essayer de comprendre ses désagréments financiers, nous pourrons avancer sur des acquisitions plus importantes. L'étau se resserre, Geneviève. Lentement, mais sûrement. J'ai hoché la tête, une lueur nouvelle dans les yeux. La partie était loin d'être terminée. Antoine croyait avoir gagné, mais il ne faisait que jouer le rôle qu'il avait toujours rêvé, celui du maître manipulateur. Il ne savait pas que le véritable architecte du jeu se trouvait ici, dans ce modeste appartement, tissant patiemment sa toile, prêt à le piéger dans ses propres filets financiers. La pression montait, subtile, inexorable. Il allait bientôt comprendre que son empire reposait sur des fondations bien plus fragiles qu'il ne l'imaginait. Le manoir des Chênes. L'endroit même qui avait été le théâtre de mes déchéances, le lieu de mon humiliation. Aujourd'hui, il devenait le théâtre de ma résurrection. Antoine avait convoqué une réunion familiale. Officiellement, pour discuter de la gestion du domaine, des finances qui commençaient à tousser, comme il avait si bien dit par téléphone, avec cette fausse préoccupation qui me révulsait. Mais je savais, et Marc savait aussi, que cette convocation était un signe de panique. Les fissures que nous avions creusées dans son empire commençaient à se voir. Sophie, elle, était toujours occupée à éteindre les braises de sa réputation, une tâche qui la consumait entièrement. L'idée de la confrontation directe me donnait une étrange sérénité. Après des mois de préparation, de patience, de stratégie méticuleuse, le moment était venu de récolter les fruits de mon labeur. En entrant dans le grand salon, l'atmosphère était lourde, tendue. Antoine était assis dans le fauteuil de mon défunt mari, un trône qu'il s'était approprié avec une arrogance déconcertante. Sophie se tenait à ses côtés, l'air à la fois dédaigneux et légèrement inquiet. Les quelques membres du personnel présents semblaient mal à l'aise, leur regard fuyant les nôtres. Marc était là, discret, une présence rassurante dans ce nid de vipères. Je m'avançai, mon sac en cuir usé à la main, le poids des documents qu'il contenait me donnant une force nouvelle. « Geneviève, vous êtes enfin là », commença Antoine, sa voix empreinte de cette fausse cordialité qui lui était habituelle. Nous avons beaucoup à discuter. La situation financière du manoir. Je le laissai parler, savourant un instant où les rôles allaient s'inverser. Quand il eut fini, je pris une profonde inspiration. « Antoine, Sophie, commençai-je, ma voix résonnant dans le silence soudain. Vous avez convoqué cette réunion pour parler de finances. C'est une excellente idée.
Je posai mon sac sur la table basse, le bruit sec du cuir résonnant comme un coup de pistolet. J'en sortis une liasse de documents, des relevés bancaires, des contrats, des preuves irréfutables. J'ai eu l'occasion, grâce à la négligence de certains, de me pencher sur la gestion du domaine depuis mon départ. Et ce que j'ai découvert est édifiant. Leurs visages se figèrent. Antoine se redressa, un éclair de panique dans ses yeux. Sophie ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Antoine, continuai-je, pointant un document du doigt. Il semble que vous ayez détourné des fonds considérables, sous couvert de frais de gestion et d'investissement douteux. Ces transactions, toutes méticuleusement documentées ici, prouvent une fraude manifeste. Je déballai ensuite une autre série de papiers. Et vous, Sophie, votre gestion a été tout simplement désastreuse. Des contrats signés à la hâte, des dépenses à considérer, une négligence coupable qui a mis le domaine en péril. Je leur jetai un regard chargé de toute la douleur et la colère accumulée. Vous m'avez jeté dehors, m'accusant d'incapacité. Mais la seule incapacité ici, c'est la vôtre. L'incapacité de gérer, l'incapacité d'être honnête, l'incapacité d'aimer autre chose que l'argent. Antoine se leva d'un bond, son visage livide. C'est un mensonge. Vous n'avez aucune preuve. Oh, mais j'en ai, Antoine, répliquai-je avec un sourire froid. Et ces preuves, je vais les remettre à qui de droit. Les avocats que Marc a contactés sont déjà en possession d'une copie. Le conseil d'administration sera informé. Et bientôt, toute la vérité éclatera au grand jour. Sophie, pâle comme un linge, se tourna vers son frère, un début de panique dans le regard. La façade de journaliste accomplie s'effritait sous mes assauts. Elle ne s'attendait pas à cela. Elle ne s'attendait pas à ce que je revienne, encore plus forte, encore plus déterminée. Le manoir des Chênes était le symbole de tout ce qui m'avait pris. Et aujourd'hui, j'allais le reprendre. L'enfer qu'ils avaient imaginé pour moi n'était rien comparé à celui qui s'apprêtait à les emboutir. Ma vie, mon honneur, ma fortune. Tout cela allait leur être rendu, mais pas de la manière dont ils avaient espéré. Le jeu était loin d'être terminé. La tension dans le grand salon du manoir des Chênes était palpable. Un silence lourd chargé de non-dits et de menaces voilées. Les quelques membres du personnel présents, dont la présence était aussi involontaire que celle de témoins muets, échangeaient des regards furtifs, leurs visages reflétant une appréhension grandissante. Antoine, affalé dans le fauteuil de mon défunt mari, tentait de masquer son inquiétude derrière un sourire narquois, tandis que Sophie, à ses côtés, semblait vibrer d'une nervosité contenue, ses doigts pianotant nerveusement sur la manche de sa veste. J'avais posé mon sac sur la table basse, le bruit sec du cuir résonnant comme une sentence. Les documents que j'avais sortis, relevés bancaires, contrats, preuves irréfutables, étaient étalés devant moi, tels des cartes révélées dans un jeu truqué. Antoine, commençai-je, ma voix portant une clarté nouvelle, dépourvue de toute trace de l'émotion qui m'avait autrefois animé. Vous vouliez parler de finances. Parfait. Mais avant d'aborder vos malversations et la gestion désastreuse de Sophie, j'aimerais que nous nous penchions sur un aspect plus intime de vos manœuvres. Un frisson parcourut l'assemblée. Antoine se redressa brusquement, ses yeux fixés sur moi avec une intensité mêlée de méfiance et de colère. Sophie ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle savait. Au plus profond d'elle-même, elle savait que le piège s'était refermé. J'ai eu l'occasion, poursuivis-je, ma main se dirigeant vers la tablette numérique qu'Antoine avait si imprudemment laissée derrière lui lors d'une de ses visites au petit appartement, de découvrir quelques conversations privées. Des messages qui révèlent votre véritable nature, votre cupidité sans bornes et votre cruauté envers celle qui vous a tout donné. J'allumai l'écran. Les lumières tamisées du salon se reflétèrent sur la surface brillante, projetant une lueur blafarde sur leur visage décomposé. J'avais passé des heures à les éplucher, ces mots écrits dans l'ombre, ces confessions numériques de leur trahison. J'avais sélectionné les plus accablants, ceux qui témoignaient sans équivoque de leur plan machiavélique. « Antoine, dis-je en affichant un échange particulièrement odieux, tu écrivais à Sophie. Elle est finie. Le manoir sera à nous bientôt. Elle ne vaut plus rien, juste une vieille femme aigrie. » Un murmure parcourut les rangs du personnel. Sophie détourna le regard, incapable de soutenir mon regard. Je fis défiler l'écran. « Et toi, Sophie, tu répondais, il faut juste la pousser un peu plus. La faire passer pour folle. Personne ne croira une vieille démente contre nous, ses propres enfants. » Le souffle de Sophie se bloqua dans sa gorge. Ses joues, auparavant pâles, prirent une teinte violacée. « Vous parliez de moi comme d'un fardeau, d'un obstacle à votre enrichissement, » continuai-je, ma voix empreinte d'une tristesse profonde, mais aussi d'une force nouvelle. Vous avez orchestré mon expulsion, vous avez terni mon nom, tout cela pour vous partager mon héritage, ma vie.
Vous avez transformé ce manoir, le symbole de notre famille, en un simple objet de spéculation, un moyen d'assouvir votre avidité. Antoine se leva d'un bond, son visage livide. C'est un montage. Vous mentez, cria-t-il, sa voix rauque de rage impuissante. Un montage, répétai-je, un sourire amer aux lèvres. Ces messages ont été envoyés de votre téléphone, Antoine. Ils sont stockés sur les serveurs de votre propre entreprise. Et vous, Sophie, vous avez même suggéré de me faire interner pour mieux me contrôler. Je montrai un autre message. Si elle ne signe pas les procurations, on la fait interner. Ce sera plus simple. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les rares témoins, employés fidèles du manoir, étaient visiblement choqués, leur visage reflétant une profonde consternation. Ils avaient toujours vu en moi une figure maternelle, et entendre ces mots, lire cette cruauté, les avait visiblement ébranlés. Ils comprenaient maintenant la véritable nature de ce qu'ils servaient. Marc, resté silencieux jusqu'alors, se redressait légèrement, un signe subtil de soutien qui me donna la force de continuer. La vérité était révélée, crue et implacable. L'enfer qu'ils avaient voulu me faire subir se retournait désormais contre eux, exposé au grand jour, dans le cœur même de ce manoir qu'ils pensaient avoir conquis. Leur façade de respectabilité s'effondrait sous le poids de leurs propres mots, de leur propre bassesse. L'heure de la justice avait sonné, et elle était bien plus amère que ce qu'ils avaient jamais imaginé. Le silence qui suivit mes révélations fut plus lourd que tous les reproches que j'aurais pu formuler. Les visages d'Antoine et de Sophie étaient des masques de terreur, leurs yeux écarquillés fixés sur l'écran de la tablette, puis sur moi, comme si j'étais une apparition surnaturelle. J'avais posé mon sac sur la table basse, le bruit sec du cuir résonnant comme une sentence. Les documents que j'avais sortis, relevés bancaires, contrats, preuves irréfutables, étaient étalés devant moi, tels des cartes révélées dans un jeu truqué. « Antoine », commençai-je, ma voix portant une clarté nouvelle, dépourvue de toute trace de l'émotion qui m'avait autrefois animé. Vous vouliez parler de finances. Parfait. Mais avant d'aborder vos malversations et la gestion désastreuse de Sophie, j'aimerais que nous nous penchions sur un aspect plus intime de vos manœuvres. Un frisson parcourut l'assemblée. Antoine se redressa brusquement, ses yeux fixés sur moi avec une intensité mêlée de méfiance et de colère. Sophie ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle savait. Au plus profond d'elle-même, elle savait que le piège s'était refermé. J'ai eu l'occasion, poursuivis-je, ma main se dirigeant vers la tablette numérique qu'Antoine avait si imprudemment laissée derrière lui lors d'une de ses visites au petit appartement, de découvrir quelques conversations privées. Des messages qui révèlent votre véritable nature, votre cupidité sans borne et votre cruauté envers celle qui vous a tout donné. J'allumai l'écran. Les lumières tamisées du salon se reflétèrent sur la surface brillante, projetant une lueur blafarde sur leur visage décomposé. J'avais passé des heures à les éplucher, ces mots écrits dans l'ombre, ces confessions numériques de leur trahison. J'avais sélectionné les plus accablants, ceux qui témoignaient sans équivoque de leur plan machiavélique. « Antoine, dis-je en affichant un échange particulièrement odieux, tu écrivais à Sophie, elle est finie. Le manoir sera à nous bientôt. Elle ne vaut plus rien, juste une vieille femme aigrie. » Un murmure parcourut les rangs du personnel. Sophie détourna le regard, incapable de soutenir mon regard. Je fis défiler l'écran. « Et toi, Sophie, tu répondais, il faut juste la pousser un peu plus. La faire passer pour folle. Personne ne croira une vieille démente contre nous, ses propres enfants. » Le souffle de Sophie se bloqua dans sa gorge. Ses joues, auparavant pâles, prirent une teinte violacée. « Vous parliez de moi comme d'un fardeau, d'un obstacle à votre enrichissement, » continuai-je, ma voix empreinte d'une tristesse profonde, mais aussi d'une force nouvelle. Vous avez orchestré mon expulsion, vous avez terni mon nom, tout cela pour vous partager mon héritage, ma vie. Vous avez transformé ce manoir, le symbole de notre famille, en un simple objet de spéculation, un moyen d'assouvir votre avidité. Antoine se leva d'un bond, son visage livide. C'est un montage. Vous mentez, cria-t-il, sa voix rauque de rage impuissante. Un montage, répétai-je, un sourire amer aux lèvres. Ces messages ont été envoyés de votre téléphone, Antoine. Ils sont stockés sur les serveurs de votre propre entreprise. Et vous, Sophie, vous avez même suggéré de me faire interner pour mieux me contrôler. Je montrai un autre message. Si elle ne signe pas les procurations, on la fait interner. Ce sera plus simple. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les rares témoins, employés fidèles du manoir, étaient visiblement choqués, leurs visages reflétant une profonde consternation. Ils avaient toujours vu en moi une figure maternelle, et entendre ces mots, lire cette cruauté, les avait visiblement ébranlés. Ils comprenaient maintenant la véritable nature de ce qu'ils servaient.
Marc, resté silencieux jusqu'alors, se redressa légèrement, un signe subtil de soutien qui me donna la force de continuer. La vérité était révélée, crue et implacable. L'enfer qu'ils avaient voulu me faire subir se retournait désormais contre eux, exposé au grand jour, dans le cœur même de ce manoir qu'ils pensaient avoir conquis. Leur façade de respectabilité s'effondrait sous le poids de leurs propres mots, de leur propre bassesse. L'heure de la justice avait sonné, et elle était bien plus amère que ce qu'ils avaient jamais imaginé. Le silence qui suivit mes révélations fut plus lourd que tous les reproches que j'aurais pu formuler. Les visages d'Antoine et de Sophie étaient des masques de terreur, leurs yeux écarquillés fixés sur l'écran de la tablette, puis sur moi, comme si j'étais une apparition surnaturelle. Antoine était trop occupé à sauver ce qui pouvait l'être de sa propre vie pour s'occuper d'elle. Ses appels devaient rester sans réponse, ses messages sans objet. Elle avait parié sur une alliance solide, mais elle avait sous-estimé la nature égoïste de son frère. Il l'avait utilisé, comme il m'avait utilisé, comme un pion sur son échiquier, et une fois qu'elle n'eut plus d'utilité, il avait abandonné à son sort. Je me souvenais de la voir, autrefois, se pavaner, sûr de son fait, convaincu de sa supériorité. Journaliste prometteuse, disait-on. Mais quelle substance derrière cette façade? Sa seule ambition était de briller, de capter l'attention, sans jamais construire quoi que ce soit de durable. Elle avait toujours eu besoin de quelqu'un pour la guider, pour la soutenir, que ce soit Antoine ou, dans une moindre mesure, moi. Privée de ses béquilles, elle titubait, perdue dans le tumulte qu'elle avait contribué à créer. Le carnet de notes de Sophie, que j'avais récupéré discrètement lors d'une de mes visites initiales au manoir, avant même la découverte de la tablette, en disait long sur son état d'esprit. Des listes de contacts à contacter, des idées d'articles sensationnalistes, des plans pour obtenir des interviews exclusives, mais rien sur la gestion concrète, sur la stratégie à long terme. C'était le reflet d'une pensée superficielle, constamment à la recherche du prochain coup d'éclat, incapable de bâtir sur des fondations solides. Elle avait cru que l'expulsion me briserait, qu'elle me réduirait au silence. Elle avait sous-estimé ma résilience, ma capacité à rebondir, à trouver la force dans l'adversité. Elle avait surtout sous-estimé l'amour et la loyauté de vieux amis comme Marc, qui m'avaient aidé à reconstituer les pièces du puzzle et à préparer ma revanche. Elle, en revanche, n'avait personne. Son ambition démesurée l'avait aveuglée, la poussant à s'associer à un homme sans morale, et maintenant, elle en payait le prix fort. Isolée, discréditée par contre-coup, elle réalisait brutalement que son propre manque de substance la rendait vulnérable. La solitude commençait à peser, une solitude amère, celle de l'échec cuisant, de l'ambition brisée par sa propre faiblesse. Elle était la preuve vivante que sans fondation solide, même les plus hautes ambitions s'écroulent. Le manoir des chênes. Le nom résonnait désormais en moi non plus comme un écho de trahison, mais comme le symbole d'une justice enfin rendue. Les mois qui avaient suivi l'explosion avaient été longs, semés d'embûches, mais chaque jour avait été une pierre ajoutée à l'édifice de ma revanche. Aujourd'hui, les vastes salons du manoir, autrefois le théâtre de mon humiliation, brillaient sous la lumière douce des lustres, remplis d'une musique feutrée et des conversations animées d'invités triés sur le volet. Ce n'était pas une fête comme les autres. C'était la célébration de ma résilience, de ma victoire sur ceux qui avaient cru pouvoir me détruire. Je me tenais près de la grande fenêtre, observant la scène. Mon regard se posa sur Marc, mon fidèle allié, qui discutait avec un groupe d'amis communs, des visages empreints de respect et de chaleur. Il était mon roc, celui qui avait cru en moi quand mes propres enfants m'avaient jeté à la rue. Il savait, mieux que quiconque, le chemin parcouru. Il avait vu ma détresse dans ce petit appartement du quartier latin. Il avait été le premier à me tendre la main, à m'aider à rassembler les fragments de ma vie et à élaborer la stratégie qui me ramènerait ici. Le dossier juridique contre Antoine était solide, irréfutable. Les preuves glanées sur sa tablette, combinées aux documents financiers que Marc avait patiemment rassemblés, avaient suffi à faire tomber son empire. Son cabinet d'avocats, autrefois si prestigieux, était désormais sous le coup d'enquêtes approfondies. Sa réputation, bâtie sur le mensonge et l'arrogance, s'était évaporée comme une brume matinale sous un soleil de plomb. Les articles de presse, d'abord prudents, avaient rapidement pris un ton incisif, dévoilant l'homme cupide et sans scrupules qu'il était réellement. Il avait tenté de nier, de plaider le complot, mais ses propres mots, gravés dans le marbre virtuel de ses conversations privées, l'avaient trahi. Sa carrière était en ruine, son avenir réduit à néant. Quant à Sophie, sa chute avait été plus discrète, mais non moins certaine. Privée de son complice et guide, elle s'était retrouvée seule face à la gestion chaotique du manoir. Son ambition effrénée, dénuée de toute substance ou compétence réelle, l'avait conduite à l'échec. Les rumeurs de désorganisation, de décisions erratiques, avaient filtré jusqu'à moi, confirmant mes doutes sur sa capacité à assumer la moindre responsabilité.
Elle avait toujours vécu dans l'ombre d'Antoine, cherchant sa propre reconnaissance, mais sans jamais posséder la même intelligence calculatrice. Son manque de préparation, son approche superficielle de la gestion, l'avaient rendue vulnérable. La disgrâce de son frère l'avait inévitablement éclaboussée, la privant des contacts et de la notoriété qu'elle avait si désespérément recherchés. Le carnet de notes de Sophie, que j'avais conservé, témoignait de ses ambitions creuses, de ses plans éphémères, mais de rien de concret, rien de solide. Elle avait cru pouvoir me manipuler, me dépouiller, mais elle avait sous-estimé ma résilience et ma capacité à reconstruire. Ce soir, il n'était pas là. Il n'était pas invité à célébrer la renaissance du manoir, ni la restauration de mon honneur. Antoine était probablement occupé à gérer les conséquences désastreuses de ses actes, naviguant dans les eaux troubles de la justice. Sophie, quant à elle, devait se morfondre dans la solitude de son échec, réalisant peut-être enfin la fragilité de ses ambitions lorsqu'elles reposent sur des fondations aussi instables. Un léger sourire effleura mes lèvres. Ce n'était pas de la joie, mais une satisfaction profonde, celle du devoir accompli, de la justice rendue. L'enfer qu'ils avaient créé pour moi s'était retourné contre eux, les engloutissant dans leurs propres abysses. J'avais traversé l'épreuve, renforcé par la trahison, armé de la sagesse acquise au fil des années et du soutien indéfectible de Marc. Le manoir des Chênes était de nouveau le mien, et mon nom était lavé de toute souillure. Autour de moi, les conversations se poursuivaient, les rires résonnaient, porteurs d'une nouvelle ère, celle de la reconstruction et de la sérénité retrouvée. Le passé était clos, ses leçons apprises, et l'avenir, enfin, m'appartenait. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci. Laissez votre commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Rappelez-vous que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous aimerez regarder. Entrez simplement dans notre chaîne que je vous garantis que vous aimerez. Jusqu'à la prochaine vidéo.